Bienvenue Elgata. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un outil assez incontournable dans le monde de la data, Splunk. Ah oui, Splunk. On l'appelle souvent le Google des logs, c'est ça? Exactement. Et nos sources, que ce soit des articles, des témoignages ou même des études de cas, le confirment. C'est devenu un pilier, surtout dans les SOC, les centres opérationnels de sécurité. Tout à fait. C'est difficile d'imaginer un SOC moderne sans ce genre d'outil. Alors justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que Splunk au juste? Pourquoi est-il si important, notamment en cybersécurité? Et puis voir aussi comment on peut se former, quelles sont les certifications qui existent. Oui, et la question cruciale pour beaucoup, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir du temps, voire de l'argent là-dedans? C'est la question à 1 million, comme on dit. Pour préparer cette discussion, on a brassé pas mal de choses. Mhm. Des guides de cours, genre classe centrale, Coursera, Mhm. des retours d'utilisateurs sur Reddit, sur YouTube, une étude de cas concrète avec ASICS, Ah, l'étude d'ASICS, très intéressante. les guides de certif officiels de Splunk, bien sûr, des comparatifs Splunk versus ELK, et même quelques données salariales via Joule. Donc une base assez solide pour notre discussion. L'idée, c'est vraiment de synthétiser tout ça. C'est ça. Comprendre les fondamentaux de Splunk, voir ses applications pratiques, Mhm. y voir plus clair dans les formations, les certifications, et essayer d'évaluer l'impact que ça peut avoir sur une carrière. Parfait. Alors commençons par le commencement. Splunk, qu'est-ce que c'est, simplement? En gros, Splunk, c'est une plateforme logicielle. Son job, c'est de collecter, d'indexer, et ensuite de permettre de rechercher, d'analyser et de visualiser d'énormes volumes de données. Des données machines, c'est ça? Des logs principalement? Oui, principalement des données machines. Et ça vient de partout, hein. Les sites web, les applications, les serveurs, les capteurs IoT, les appareils réseau, vraiment tout ce qui produit des logs. Et sa force, c'est de gérer des formats très différents. Exactement. C'est sa grande force. Agréger des données hétérogènes et permettre de les exploiter de façon unifiée. D'accord. Et son importance en cybersécurité, elle vient d'où précisément? On parle souvent de SIM. Oui, alors, pour bien comprendre Splunk dans ce contexte, il faut parler de SIM. C'est l'acronyme de Security Information and Event Management. Gestion des informations et des événements de sécurité. Voilà. Le terme date de 2005, il a été popularisé par des analystes de Gartner, Mark Nicolette et Amrit Williams. En gros, un SIEM, c'est un peu comme un système radar pour le cyberespace. Un radar, ouais. C'est-à-dire? Ça surveille en permanence l'activité sur le réseau, sur les systèmes. Ça collecte les événements de sécurité qui viennent de plein de sources, pare-feu, antivirus, serveurs d'authentification. Et ça les analyse. Ça les corrèle, surtout. Ça cherche des liens entre des événements qui, pris isolément, pourraient sembler normaux, mais qui, mis ensemble, indiquent une activité suspecte, voire une attaque en cours. Et ça alerte les équipes de sécurité. Et Splunk est un acteur majeur dans ce domaine des CM. Un des leaders, oui. Aujourd'hui, un SOC performant repose quasi systématiquement sur une solution SIEM pour détecter les menaces et y répondre rapidement. L'analyse des logs en temps réel et historique, c'est la clé. D'accord, c'est plus clair. Alors, si on revient aux sources comme classe centrale, quel rôle spécifique joue Splunk en cybersécurité? Alors, classe centrale met en avant plusieurs points clés. D'abord, la surveillance en temps réel. Détecter et corréler les événements pour stopper les cyberattaques au plus tôt. Ok, Ensuite, l'aide à la réponse aux incidents. Quand une faille est détectée, il faut comprendre ce qui s'est passé, limiter les dégâts. Splunk aide à accélérer cette phase, ce qui réduit l'impact et les coûts. ça semble logique. Quoi d'autre? La surveillance des utilisateurs. Repérer des comportements anormaux, comme quelqu'un qui essaierait d'obtenir plus de droits qu'il ne devrait, une escalade de privilèges par exemple. Mhm. L'intégration de la threat intelligence, l'intelligence sur les menaces. Ça veut dire enrichir les logs avec des infos externes sur les attaquants connus, leurs méthodes, pour affiner la détection. Et enfin, des cas d'usage prédéfinis. Oui, Splunk propose une bibliothèque de règles de corrélation pour détecter différents types d'attaques connues. Ça aide à démarrer plus vite. Et on a l'exemple concret d'ASICS que tu mentionnais. C'est intéressant parce que ce n'est pas une boîte purement tech. Absolument. ASICS, la multinationale japonaise du sport, issue de la fusion d'Onitsuka, Jeto, Jelenk. Les fameuses baskets Tiger. Exactement. Eux, ils avaient un vrai défi. Des systèmes partout dans le monde. Pare-feu, serveurs, proxy, des solutions EDR sur les postes de travail. EDR, Endpoint Detection and Response. Voilà. Et donc, des logs générés un peu partout. Ils avaient besoin d'une solution centralisée pour analyser tout ça et contrer les menaces. Avant Splunk, ils géraient ça manuellement. Ah oui, ça devait être
fastidieux. Extrêmement. Et pas efficace pour une surveillance 24/7. En plus, ils avaient besoin de pouvoir conserver des preuves, de montrer qu'ils géraient bien leur sécurité. C'est une question de responsabilité sociale pour une entreprise comme ça. Et c'est là que Splunk est intervenu. Pourquoi eux spécifiquement? Ils ont choisi Splunk Enterprise. D'après l'étude de cas, les raisons principales étaient la flexibilité de la plateforme, la possibilité de démarrer assez rapidement, même avec un socle de taille modeste au départ, et un coût initial jugé raisonnable. Et les bénéfices ont été au rendez-vous. Visiblement, oui. Meilleure visibilité en temps réel sur ce qui se passait, ce qui a renforcé leur sécurité, et aussi leur image de marque. Et surtout, un gros gain d'efficacité grâce à l'automatisation de l'analyse des logs. Moins de tâches manuelles répétitives pour les équipes? Exactement. Les opérateurs pouvaient même recevoir des alertes critiques directement sur leur smartphone. Ça montre le niveau d'intégration possible. C'est un bon exemple. Mais tu as dit que Splunk n'était pas seul. Il y a des alternatives notables. Oui, bien sûr. L'alternative open source la plus connue, c'est la stack ELK, qui s'appelle maintenant Elastic Stack. ELK pour Elasticsearch, Logstash, Kibana. C'est ça. Et maintenant, ils ont ajouté Bits, qui sont des agents légers pour collecter les données. Donc Elasticsearch pour le moteur de recherche et d'analyse, Logstash pour ingérer et transformer les logs, Kibana pour la visualisation et Bits pour la collecte. Et c'est une alternative crédible? Très crédible. C'est aussi une plateforme très puissante. La grande différence, c'est le modèle. Splunk est une solution propriétaire avec son propre langage de recherche, le SPL. Search Processing Language. Voilà. Tandis qu'Elastic est basé sur des composants open source. Le choix entre les deux dépend souvent des besoins précis, du budget, des compétences internes et aussi de la culture de l'entreprise vis-à-vis de l'open source. D'accord. Donc, on a posé le décor. Splunk, plateforme d'analyse de log, acteur majeur du SIEM, avec des alternatives comme ELK. Maintenant, si on veut monter en compétence sur Splunk, vu sa popularité, j'imagine qu'il y a beaucoup de formations disponibles. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une véritable jungle. Enfin, un écosystème très riche, on va dire. Une jungle riche. Voilà. On trouve des cours sur toutes les grandes plateformes, Udemy, Coursera, LinkedIn Learning. Beaucoup de tutoriels sur YouTube aussi, j'imagine. Énormément. Certains sont d'ailleurs très bien faits. Et puis, bien sûr, il y a l'offre de formation officielle de Splunk eux-mêmes. Comment s'y retrouver là-dedans? Est-ce que Splunk propose une sorte de chemin balisé? Oui, ils essaient de structurer ça avec ce qu'ils appellent des learning paths, des parcours d'apprentissage. C'est plutôt bien fait. Et il y a plusieurs types de parcours? Oui, en gros, 3 types. Des parcours basés sur les certifications. Si on vise un titre précis, on suit le parcours associé. Logique. Des parcours basés sur les rôles professionnels. Ça, c'est intéressant. Ils en ont plus de 15. Pour les administrateurs, les analystes SOC, les développeurs qui interagissent avec Splunk, les architectes. C'est adapté aux tâches quotidiennes de chaque métier. Et le troisième type? Des parcours basés sur les produits spécifiques de Splunk. Parce que Splunk, ce n'est pas juste la plateforme de base. Il y a des modules spécialisés comme Splunk Enterprise Security, ES, ou IT Service Intelligence, ITSI, ou SOAR pour l'automatisation. Donc des formations dédiées à ces outils. Ok, c'est assez structuré. Et côté certification, si on regarde les guides officiels et les témoignages, quels sont les grands paliers, sans forcément entrer dans tous les détails de chaque examen? On peut voir ça comme une pyramide, ou plutôt plusieurs chemins possibles. À la base, la fondation, c'est la certification Splunk Core Certified User. Le niveau utilisateur de base. Exactement. C'est vraiment le point d'entrée. Ça valide qu'on sait faire des recherches simples, utiliser les champs, créer des alertes basiques, comprendre les rapports et les tableaux de bord simples. Et c'est accessible. Oui, pas de prérequis officiel, l'examen dure un peu moins d'une heure, une 60aine de questions QCM. Il coûte environ 130 $, donc dans les 150 €. Et pour se préparer, Alors là, un témoignage qu'on a vu sur YouTube, celui de Valentin Chénaud, est très clair et rejoint beaucoup d'autres avis. Il recommande le guide d'études officiel de Splunk, éventuellement un cours en ligne comme celui de Georges Néni sur Udemy, même s'il note que la production est un peu moyenne. mais le plus important, La pratique. il insiste énormément là-dessus. Installer Splunk chez soi, il y a une version gratuite ou une version d'essai, générer des données, par exemple avec un outil comme EventGen qu'il mentionne, et pratiquer les recherches, les commandes. C'est vraiment le conseil numéro 1 qui revient partout. Utilisez aussi des plateformes comme Quizlet pour les QCM ou TryAcme pour des scénarios pratiques. Core Certified Power User. Utilisateur avancé. Voilà. Là, on va plus loin.
On apprend à créer des alias de champs, des champs calculés, à utiliser les tags, les types d'événements, les macros, qui sont des recherches sauvegardées réutilisables. On aborde aussi les modèles de données et le fameux CIM. Le Common Information Model. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, c'est super important, surtout en sécurité. C'est une sorte de standard de nommage défini par Splunk pour les champs qu'on trouve dans les logs de sécurité. Par exemple, comment nommer une adresse IP source, une destination, un nom d'utilisateur. Pour que tout le monde parle la même langue, en quelque sorte. Exactement. Ça permet aux différentes applications Splunk, comme Enterprise Security, et aux règles de corrélation de fonctionner correctement, peu importe la source de log initiale, du moment qu'elle est normalisée selon le SIM. D'accord. Donc, Power User, c'est déjà un niveau assez solide pour analyser les données. Et après, c'est niveau utilisateur. Après, on bascule plus vers des rôles orientés soit administration infrastructure, soit expertise technique avancée. Commençons par l'admin. Alors tu as le Splunk Cloud Certified Admin et le Splunk Enterprise Certified Admin. C'est assez similaire, mais l'un est pour la version cloud de Splunk, l'autre pour la version que tu installes toi-même, on-premise. Et ça couvre quoi? Là, on gère la plateforme elle-même. Configurer les inputs, comment Splunk reçoit les données, déployer et gérer les forwarders, les agents qui collectent les logs sur les machines distantes. Gérer les utilisateurs, les rôles, les licences. Faire le monitoring de base pour s'assurer que Splunk tourne bien. Ok, le rôle de l'administrateur système, mais pour Splunk. C'est un peu ça, oui. Pour ces certifications admin, le Power User est généralement un prérequis, ou du moins fortement recommandé. Et ensuite, les niveaux plus techniques, plus experts? Alors, tu as le Splunk Core Certified Advanced Power User. Là, c'est pour maîtriser les commandes de recherche et de reporting vraiment avancées, manipuler des objets de connaissances complexes, créer des tableaux de bord et des formulaires très dynamiques et interactifs. C'est pour les sorciers du langage SPL. Un peu, oui. Et puis, on arrive aux certifications d'architecte. Le Splunk Enterprise Certified Architect. Là, c'est du lourd. Qu'est-ce que ça implique? C'est très technique. Ça couvre le déploiement de Splunk à grande échelle, le dimensionnement des infrastructures, la mise en place et la gestion des clusters. Les clusters, c'est-à-dire? Quand tu as besoin de beaucoup de puissance ou de haute disponibilité, tu ne mets pas tout sur un seul serveur Splunk. Tu crées un cluster, un groupe de serveurs qui travaillent ensemble. Il y a différents rôles. Les indexers, qui stockent les données et font l'indexation, les searchheads, qui distribuent les recherches des utilisateurs aux indexers. L'architecte doit savoir concevoir, déployer et dépanner tout ça. Ok, c'est un niveau d'expertise très pointu sur l'infrastructure Splunk. Prérequis? Oui, là, il faut avoir le power user, l'admin, et surtout, Splunk exige d'avoir suivi des cours spécifiques et réussi un lab pratique obligatoire pour pouvoir passer l'examen architecte. D'accord, ça commence à être un parcours exigeant. Et il y a encore au-dessus? Oui, le sommet de la pyramide technique pour le produit Core, c'est le Splunk Core Certified Consultant. Consultant. Ça implique quoi? Ça valide une maîtrise des méthodologies d'implémentation avancées, la capacité à gérer des déploiements multiclusters très complexes, à conseiller les clients sur les meilleures pratiques. C'est vraiment le niveau expert technique et méthodologique. Et les prérequis sont encore plus élevés, j'imagine. Oui, il faut quasiment toutes les certifications précédentes, User, Power User, Admin, Architecte, plus d'autres cours et labs spécifiques. C'est un parcours long et exigeant. Waouh! Et en dehors de cette filière Core, tu as mentionné des spécialisations? Tout à fait. Il y a toute une gamme de certifications pour des produits ou domaines plus ciblés. Par exemple, une certification pour Splunk Enterprise Security, ES, le module CIEM avancé. Une autre pour IT Service Intelligence, ITSI, qui sert à superviser la performance des services métiers basés sur l'IT. D'autres exemples? Une certification SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, pour ceux qui travaillent sur l'automatisation de la réponse aux incidents de sécurité. Une certification Observability Cloud pour le monitoring des applications cloud natives modernes. Et aussi des certifications plus orientées métiers, comme le Cyber Security Defense Analyst ou Engineer. Ok, ça couvre vraiment un large spectre de compétences et de rôles, c'est impressionnant. Mais ce qui ressort de tout ça, et surtout du témoignage YouTube, c'est cette insistance quasi obsessionnelle sur la pratique.
C'est exactement ça. On ne peut pas le répéter assez. Les certifications, c'est bien. Ça valide des connaissances théoriques et un peu pratiques via les labs. Mais tous les retours d'utilisateurs expérimentés, notamment sur des plateformes comme Reddit, convergent à citer 100. Sans avoir passé des centaines, voire des milliers d'heures et utilisé Splunk pour de vrai, à se confronter à des problèmes réels, à écrire des recherches complexes sur des données variées. La certification seule n'a qu'une valeur limitée. Voilà, elle peut ouvrir une porte, mais elle ne garantit pas qu'on s'est nagé une fois dans le grand bain. Et ça nous amène directement à la question suivante, la valeur réelle de ces certifications sur le marché du travail. Oui, la fameuse question. Tout cet investissement en temps, en énergie, parfois en argent, est-ce que ça paye? Est-ce que ça se traduit concrètement sur la carrière, sur le salaire? Les discussions sur Reddit qu'on a consultées sont assez révélatrices là-dessus, non? Oui, très riche. Et les avis, ils sont nuancés, mais la tendance générale est quand même plutôt positive. Il y a des témoignages assez forts. Comme quoi, par exemple? Il y a ce consultant Splunk qui raconte carrément que le parcours de certification architecte lui a permis de doubler son salaire. Pas une fois, mais 2 fois lors de changements de poste successifs. Ah oui, quand même. Ça, c'est un impact concret. Un autre utilisateur témoigne que les certifications admin et architecte lui ont clairement ouvert des portes. Il parle aussi de la reconnaissance au sein de la communauté Splunk et même par Splunk directement, ce qui peut aider. Ouvert des portes, c'est une expression intéressante. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que le simple fait d'avoir le titre sur le CV suffit pour décrocher un job ou une augmentation? C'est là que la nuance intervient, et c'est important. La plupart des gens sur Reddit s'accordent à dire que la certification seule ne fait pas tout. Loin de là. L'expérience pratique reste reine. L'expérience avant tout. Toujours. Un utilisateur fait une comparaison intéressante avec sa certification CS6P, qui est une certification très générale et reconnue en cybersécurité. Il dit que le CS6P a eu, selon lui, un impact plus direct et immédiat sur son salaire que ses certifications Splunk. Ah, c'est intéressant ça. Oui, mais il ajoute tout de suite qu'il croit fermement en l'avenir de Splunk et que la maîtrise de cet outil sera cruciale pour les 10 ou 20 prochaines années. Donc, même si l'impact salarial direct n'est pas toujours automatique, La compétence est valorisée. exactement. Ce qui ressort le plus souvent, c'est que la certification peut attirer l'œil d'un recruteur. Elle peut faire passer un CV au-dessus de la pile. Elle valide une base de connaissances. Mais c'est ensuite, en entretien technique, et surtout sur le terrain, qu'il faut prouver qu'on sait faire, qu'on peut réellement utiliser Splunk pour résoudre des problèmes concrets. Donc la certification serait plutôt un levier, un facilitateur, mais pas une fin en soi, pas une baguette magique. C'est exactement ça. Un autre témoignage plus récent est assez parlant. Une personne explique comment l'obtention de plusieurs certifications Splunk, jusqu'au niveau consultant, lui a permis de faire une transition de carrière majeure. Ah oui. De quoi à quoi? Elle est passée d'un poste de support IT assez classique à un rôle dans les services professionnels chez un partenaire de Splunk, avec, à la clé, une bien meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Donc là, la certification a vraiment été un catalyseur. Oui, un catalyseur de changement. Mais encore une fois, c'est la compétence acquise pendant la préparation de ces certifications et surtout la capacité à l'appliquer qui a rendu cette transition possible et réussie sur le long terme. Et la question du coût, on l'a effleuré, mais c'est un facteur non négligeable, non? Surtout pour les parcours avancés. Effectivement, ce n'est pas donné. Un utilisateur sur Reddit mentionne un chiffre autour de 5 000 $ pour un parcours de formation complet menant à une certification avancée. 5 000 $, ouais, c'est un investissement. Après, il faut nuancer. Souvent, c'est l'employeur qui finance ces formations, surtout si l'entreprise utilise déjà Splunk et veut faire monter ses équipes en compétences. C'est un investissement pour l'entreprise aussi. Bien sûr. Mais parfois, si on veut se former à titre personnel pour changer de voie, il faut être prêt à avancer les frais. Et il y a aussi le fait que pour passer certains examens avancés via Pearson VUE, Splunk exige d'avoir suivi leurs cours officiels correspondants. Ce qui rajoute au coût global. Exactement. C'est un point à bien vérifier avant de se lancer dans un parcours de certification spécifique. Un autre point soulevé dans les discussions Reddit, c'était l'importance de bien choisir sa certification en fonction de ce qu'on veut faire. Tout le monde n'est pas fait pour être architecte, par exemple. C'est un excellent point, très pertinent. Viser la certification la plus prestigieuse n'est pas forcément la meilleure stratégie pour tout le monde. Pourquoi? On a vu un témoignage d'une personne qui, après avoir obtenu la certification architecte, s'est rendu compte qu'elle n'aimait pas du tout le rôle au quotidien. Ah bon? Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas? Trop de réunions de conception, trop de planification, de discussions d'architecture, et pas assez de technique pure, de dépannage, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Cette personne préférait de loin l'aspect power user ou admin avancé. Donc il faut bien réfléchir à ses appétences personnelles avant de choisir une voie de certification. Absolument.
Le rôle d'admin, d'architecte, d'analyste ou de consultant sont très différents au jour le jour. Il faut choisir le parcours qui correspond le mieux à ses objectifs de carrière et à ce qu'on aime faire. C'est très juste. Et pour finir sur la valeur, est-ce qu'on a une petite idée des salaires en France pour les gens qui maîtrisent Splunk? On avait les données de Jubel. Oui, alors Jubel donnait quelques chiffres pour la France. Attention, la source mentionnait une date un peu bizarre, fin 2025, ce qui est probablement une coquille ou une projection lointaine. Mais bon, prenons les chiffres tels quels. Avec des pincettes donc. Avec d'énormes pincettes. Selon ces données, le salaire moyen d'un ingénieur Splunk serait aux alentours de 4 516 € bruts par mois. Ce qui fait un peu moins de 50 000 € par an. C'est ça, environ 49 400 € annuels en moyenne. La fourchette moyenne mensuelle était donnée entre 3 986 € et 4 505 €, ce qui correspondrait à une fourchette annuelle entre, disons, 47 800 et 54 000 €. Et Paris semblait payer un peu plus. Oui, la moyenne à Paris était indiquée autour de 4 800 € par mois. Mais, et c'est là le bémol majeur, Oui. ces chiffres étaient basés sur un échantillon minuscule de salaires déclarés, seulement 24. Ah oui, 24 salaires, c'est très très peu pour faire une moyenne fiable. Exactement, c'est statistiquement non significatif. Paradoxalement, la même source mentionnait un nombre gigantesque d'offres d'emploi liées à Splunk, plus de 42 000, ce qui paraît aussi démesurément élevé et suspect. Donc, prudence maximale sur ces chiffres. Prudence absolue. Ça donne peut-être une vague indication, une tendance, mais on ne peut absolument pas se baser dessus pour avoir une image précise des salaires réels du marché Splunk en France. D'accord, donc si on essaye de synthétiser cette question de la valeur, les certifications Splunk sont clairement reconnues sur le marché. Elles peuvent aider à obtenir des entretiens, potentiellement à négocier un meilleur salaire ou à faire une transition de carrière. Oui, c'est un atout indéniable. Mais, et c'est un gros mais, le message qui revient constamment, c'est que la certification doit impérativement être accompagnée, et même précédée, par une solide expérience pratique. C'est la compétence réelle, démontrable, qui fait la différence au final. C'est exactement la conclusion qui s'impose à la lecture des différentes sources. Les certifications sont un signal fort envoyé aux employeurs, une preuve d'engagement et de connaissance de base. Mais elles ne sont qu'une étape. L'apprentissage doit être continu, la pratique intensive, et c'est la capacité à résoudre des problèmes concrets qui apporte la vraie valeur. L'investissement est reconnu, oui, mais il faut pouvoir le justifier sur le terrain. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez complet de la question. Pour résumer en quelques mots, Splunk, c'est cette plateforme d'analyse de logs hyper puissante, devenue quasi indispensable en SIEM et en cybersécurité. On l'a vu avec l'exemple d'i6. Tout à fait. Un outil central dans beaucoup d'organisations. Pour monter en compétences, il existe tout un écosystème de formation et de certification bien structuré par Splunk, allant des niveaux de base comme User et Power User, jusqu'au niveau expert comme admin, architecte, consultant, sans oublier les spécialisations par produit ou domaine. Et l'investissement dans ces compétences, que ce soit en temps ou en argent, semble globalement porteur. Les certifications sont valorisées, elles peuvent ouvrir des portes, mais l'expérience pratique reste absolument reine. Le marché pour les profils maîtrisant Splunk apparaît dynamique, même si on doit rester prudent sur les chiffres salariaux précis. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça signifie que se former sur Splunk, développer cette compétence, ça peut être une démarche très judicieuse pour celles et ceux qui s'intéressent à l'analyse de données, à la cybersécurité, ou qui cherchent plus largement à faire évoluer leur carrière dans l'IT ou la tech. C'est clairement une compétence recherchée. Absolument. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion pour ouvrir un peu les perspectives, inspirée justement par l'étude de cas ASICS. Ah oui, laquelle? Il mentionnait, un peu en passant, qu'il commençait à explorer l'utilisation de Splunk au-delà de la pure sécurité informatique. Par exemple, pour analyser des données issues de capteurs intégrés dans une balle de baseball, Une balle de baseball. Pourquoi faire? pour analyser le lancer, la rotation, la vitesse, afin d'aider les athlètes à améliorer leur performance sportive. Ah, c'est fascinant ça. On sort complètement du cadre habituel de l'IT et de la sécurité. Exactement. Et ça ouvre une perspective assez vertigineuse, non? Si une plateforme comme Splunk, conçue à l'origine pour analyser des logs informatiques, peut être utilisée pour optimiser les performances sportives, imaginez les autres applications potentielles. Dans quel domaine? Partout où on génère des données machines en masse, l'industrie 4.0 avec toutes les machines connectées, la santé connectée avec les données des capteurs portables, la recherche scientifique, l'analyse de données de télescopes ou de séquenceurs génomiques, l'optimisation des villes intelligentes avec les données de trafic, de consommation d'énergie. C'est vrai que le potentiel semble énorme.
Quelles innovations complètement nouvelles pourraient émerger en exploitant cette capacité à analyser des flux massifs de données hétérogènes dans des domaines auxquels on ne pense même pas aujourd'hui? C'est une question qui laisse un peu rêveur sur le potentiel caché dans toutes ces données machines qui nous entourent, bien au-delà de l'informatique traditionnelle.